Il n'y a rien alentour, seulement l'immensité d'une blancheur glacée, celle des neiges du Groenland et des vents mordants qui frappent votre visage. Rien ne laisse présager la catastrophe. Vous avancez d'un pas, puis vous vous figez, horrifié. Un abîme s'ouvre sous vos pieds. Si vous aviez fait un pas de plus, il vous aurait englouti, ce trou légendaire du Groenland. Cela s'est produit au milieu des années 2010. Un groupe de géologues scrutait le glacier groenlandais de Hiawatha avec un radar lorsqu'ils aperçurent quelque chose de totalement inattendu. Une fosse géante, plus de 300 mètres de profondeur et près de 30 km de large. C'est suffisant pour englober Washington ou Paris. Après avoir longuement scruté leur radar, les chercheurs déconcertés ont décidé de percer le mystère de cette immense dépression. Serait-ce l'œuvre d'une érosion ordinaire, un volcan dévastateur, un impact d'astéroïdes ou même un monstrueux ver de sable? Peut-être ai-je exagéré avec cette dernière idée, mais qui sait ce que ces anciens glaciers peuvent encore nous réserver? Quoi qu'il en soit, ce mystère en a appelé un autre, qui défiait la compréhension des scientifiques depuis plusieurs décennies. Et pour élucider ces deux énigmes, il leur fallait un élément aussi banal que fondamental. Le quartz, l'un des minéraux les plus répandus dans la croûte terrestre. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette investigation, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour évoquer un phénomène étrange, l'événement du Dryas récent. Pour comprendre ce phénomène, nous devons remonter dans le temps. Il y a environ 12 900 à 11 600 ans. À cette époque, la planète a subi un refroidissement important, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Abordons à présent ce changement climatique étrange dans l'hémisphère nord. Plusieurs théories existent. L'une évoque un changement des courants dans l'océan Atlantique, une autre mentionne un événement de grande ampleur projetant des tonnes de poussière, bloquant ainsi la lumière du soleil. Les deux hypothèses les plus plausibles sont une éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes. En effet, une éruption volcanique a eu lieu en Allemagne à peu près à cette époque. Mais il est aussi possible qu'un objet spatial ait frappé la Terre durant cette période. Revenons maintenant au trou découvert au Groenland. Lorsque le programme Icebridge de la NASA et l'Institut Alfred Wegener ont fait cette découverte, il semblait que la cause de l'événement du Dryas récent était enfin élucidée. Mais était-ce réellement un astéroïde qui avait creusé ce gouffre et provoqué la chute des températures de l'hémisphère nord? Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs avaient besoin de quartz. Le quartz, sous sa forme pure, présente une structure simple. Il est composé de tétraèdres de silicium et d'oxygène. Il est aussi efficace qu'esthétique, avec ses cristaux prismatiques à 6 faces. En raison de la simplicité de sa structure et de la disponibilité de ses composants, le quartz peut être trouvé dans presque toutes les roches de la planète. Au fil du temps, les roches plus grandes s'érodent, libérant des grains de sable de quartz. Les scientifiques étudiant la fosse mystérieuse ont collecté le sable de quartz qui avait été expulsé sous le glacier. Cela permettait d'observer les roches situées au fond du gouffre sans avoir à y descendre. Pratique, n'est-ce pas? En analysant ce sable, ils ont découvert des grains de quartz marqués par des signes évidents de catastrophe. Des PDF étaient visibles sur toute leur surface. Non, on ne parle pas là d'un format de document. Les PDF désignent les éléments plans de déformation qui apparaissent sous forme de lignes gravées à la surface du cristal. Ces lignes sont caractéristiques du quartz choqué, qui se forme sous une pression extrême lorsque les cristaux internes sont déplacés. Le plus fascinant est que le quartz choqué ne se forme que sous des forces extrêmes, comme celles générées par des impacts massifs ou de violentes explosions. En d'autres termes, la découverte de quartz choqué sous le glacier Hiawatha pourrait constituer la preuve tant recherchée que le cratère était le résultat d'un impact gigantesque, causé par un objet tout aussi colossal. Selon la taille du cratère, cet objet spatial aurait probablement mesuré plus de 1600 mètres de diamètre, soit 2 fois la hauteur du Burj Khalifa de Dubaï. Une météorite de cette taille aurait brillé 3 fois plus intensément que le Soleil lors de son passage dans le ciel et aurait frappé la Terre avec une force considérable.
L'impact aurait été d'une telle ampleur qu'il aurait vaporisé la roche et projeté des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Le ciel aurait alors été obscurci par une épaisse poussière, diminuant la luminosité du soleil et provoquant un refroidissement global. Et devinez quoi? Cette réduction des températures a suscité un grand enthousiasme chez les chercheurs, car elle a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle cet impact pourrait être lié à l'événement du Dryas récent. Afin de valider cette théorie, ils ont de nouveau fait appel au quartz. Ils l'ont alors examiné de manière plus approfondie pour tenter de dater l'impact. Et quelle ne fut pas leur surprise? Le cratère de Hiawatha ne datait pas de 12 000 ans, mais de 58 millions d'années. D'un côté, les chercheurs étaient déçus de ne pas avoir pu confirmer leur hypothèse, car le cratère ne permettait pas d'expliquer le refroidissement du Dryas récent. D'un autre côté, cette découverte restait d'une importance capitale. Préparez-vous à un dernier rebondissement dans cette affaire, qui concerne une fois encore le quartz. Des chercheurs ont récemment mis au jour de nouveaux gisements de quartz choqués, disséminés sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'Est des États-Unis. Il était enfoui dans des strates sédimentaires datant de la période juste avant le Dryas récent. Fait surprenant, aucun cratère n'a été observé à proximité de ces sites. Mais le quartz ne saurait mentir. Il atteste d'une puissante explosion. Cela conduit les scientifiques à penser que leur hypothèse d'un impact pourrait encore se vérifier. Toutefois, au lieu d'une collision directe, il pourrait s'agir d'une explosion aérienne. Une comète géante aurait pu se désintégrer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 000 ans, et ces fragments auraient explosé avant d'atteindre la surface. Cet événement aurait entraîné des incendies à travers toute l'Amérique du Nord, perturbant tellement le climat qu'il aurait pu déclencher le Dryas récent. Il semble que nous devions patienter un peu avant que les scientifiques ne fournissent davantage de preuves pour confirmer cette hypothèse. Cela dit, d'autres phénomènes intéressants restent à explorer au Groenland. Par exemple, ces trous fascinants, bien plus petits que le cratère dont nous parlions, mais néanmoins intrigants. On les appelle des moulins, et leur rôle est d'acheminer l'eau de fonte en surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Mais ces moulins nous réservent également quelques surprises. En effet, d'après une étude récente fondée sur des observations directes et des explorations de terrain, leur taille est bien plus importante que ce que nous imaginions. Plus intéressant encore, ce volume accru pourrait avoir une influence sur la stabilité de cette immense calotte glaciaire et sur la rapidité avec laquelle elle se déplace vers la mer. Les chercheurs estiment que l'augmentation de la profondeur et de la pression de l'eau à l'intérieur des moulins pourrait agir comme un lubrifiant à la base de la calotte glaciaire, accélérant ainsi son déplacement, un peu comme un glaçon glissant sur une fine couche d'eau. Jusqu'à récemment, nous ignorions presque tout de la véritable taille des moulins et de la quantité d'eau qu'ils pouvaient contenir. Aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent être gigantesques. L'équipe de recherche a effectué 2 expéditions sur la calotte glaciaire du Groenland, en 2018 et en 2019. Lors de chacune de ces missions, il leur a fallu descendre en rappel à près de 100 mètres de profondeur, dans 2 moulins distincts, frôlant presque la surface de l'eau. Ceux qui ont pris part à cette exploration l'ont décrite comme une expérience intimidante. Imaginez-vous au bord du vide, le dos incliné vers l'abîme, avec pour seul horizon une glace aux reflets bleutés qui s'enfonce dans les ténèbres. Le silence n'est rompu que par le fracas sporadique de la glace qui se brise. Une immersion aussi vertigineuse qu'inquiétante. Durant les étés 2022 à 2023, plus de 100 000 personnes ont exploré l'Antarctique. Il s'agit pourtant du continent le plus élevé, le plus aride, le plus venteux et sans doute l'un des plus périlleux de la planète. Pourtant, il semble que l'idée d'y séjourner amuse certains, et le flux touristique ne cesse de croître. La plupart des visiteurs y accèdent par des navires de croisière, faisant escale sur la péninsule antarctique, une région plus clémente, aisément accessible et foisonnante de vie sauvage. Ils débarquent généralement à Field Bay, d'où ils empruntent des canaux pneumatiques afin d'observer de près icebergs, baleines à bosse, manchots et orques. D'autres choisissent le kayak ou même un survol en hélicoptère de ce paysage immaculé. Pour les amateurs de sensations plus intenses, une activité bien plus extrême gagne en popularité, le parachutisme. Toutefois, vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de vous y risquer.
Seuls les plus téméraires peuvent s'offrir l'expérience unique d'une chute libre au-dessus du 6e continent. Mais rares sont ceux qui auront un jour l'occasion de tenter un tel saut. Même les entreprises spécialisées avertissent que cette activité est strictement réservée aux parachutistes chevronnés. Car, même pour les plus aguerris, cette aventure exaltante peut, en un instant, virer au cauchemar. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de 6 hommes en décembre 1997. En 30 secondes à peine, leur saut tant attendu s'est transformé en une lutte désespérée pour leur survie. Ce groupe était composé de 3 Américains, 2 Norvégiens et un Autrichien, tous des parachutistes confirmés. L'un d'eux, un ancien capitaine de l'armée de l'air, comptait à son actif quelques 750 sauts. Pour ces hommes, se jeter dans le vide au-dessus de l'Antarctique devait sembler n'être qu'une nouvelle aventure exaltante, ou peut-être même la quintessence de la liberté. Le début de leur périple s'était déroulé sans encombre. Parvenus au Chili, ils durent patienter 4 jours que les conditions météorologiques s'améliorent à Patriot Hills, le camp de base en Antarctique. En attendant, ils tuaient le temps à l'hôtel, guettant le moment du départ. Les parachutistes américains et l'Autrichien ambitionnèrent d'établir un record. Puisqu'ils n'étaient pas les premiers à sauter au-dessus du pôle sud, ils décidèrent d'innover. L'un d'eux proposa qu'au lieu de sauter individuellement, ils réalisent une figure de vol à 4, une pratique connue sous le nom de vol relatif, où les parachutistes s'agrippent les uns aux autres en plein ciel. L'idée séduisit tout le monde. Si tout se déroulait sans accroc, ils inscriraient leur exploit dans l'histoire. Hélas, rien ne se passa comme prévu. Le 3 décembre, ils prirent enfin leur envol vers l'Antarctique et s'installèrent au camp de Patriot Hills, où des tentes aux teintes éclatantes se détachaient sur le massif des monts Ellsworth. Bien que l'on fût en été, les températures avoisinaient tout de même les moins 10 degrés, un froid moins extrême qu'on pourrait l'imaginer. Bien que peu de choses les aient liés au départ, ils se lièrent rapidement d'amitié. Il faut dire qu'ils vivaient une aventure hors du commun, unis par leur passion commune pour le parachutisme. En attendant leur vol, ils s'équipèrent et inspectèrent leur matériel à au moins 4 reprises. Puis vint l'instant décisif. À bord de l'avion, alors qu'ils atteignaient 2400 mètres au-dessus du pôle, certains durent utiliser des bouteilles d'oxygène. À cette altitude, c'est inhabituel pour des parachutistes, mais l'Antarctique impose ses propres règles. Le sol antarctique se trouvant déjà à plus de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, cela signifiait qu'ils évoluaient en réalité à plus de 5200 mètres, une altitude où l'air se raréfie dangereusement. Un manque d'oxygène pouvait altérer leur lucidité, leur perception et leur réactivité. L'air raréfié représentait un autre danger. Avec moins de résistance, la chute s'accélérait, laissant peu de temps pour corriger une trajectoire ou stabiliser une position. Mais à cet instant, porté par l'excitation, ils n'avaient sans doute pas conscience des risques d'un saut au-dessus de l'Antarctique. Il était trop tard pour reculer. Au point de sortie, ils plongèrent tous dans l'air glacé, filant à environ 320 km/h. Pendant la chute libre, ils durent affronter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 73 degrés. Ils étaient tout près d'établir un record en réalisant une figure en vol, leurs mains et pieds solidement accrochés. Mais un problème apparut. Michael Cairns, l'un des Américains, se sentit soudain désorienté. Sans aucun point de repère, il ne savait plus où était le haut ou le bas. Contrairement à un saut au-dessus d'une ville, où les bâtiments et les arbres offrent des références visuelles claires, l'Antarctique n'était qu'un désert uniforme à perte de vue. Soleil, neige et glace se confondaient en un blanc aveuglant, un vide total. Cairns jeta un coup d'œil à son altimètre et réalisa qu'il était déjà bien trop bas, sans doute à peine à 300 mètres d'altitude. À cette hauteur, garder le parachute fermé relevait de l'inconscience. Le record étant compromis, il s'agissait désormais simplement de rester en vie. Il se détacha de la formation et tenta de saisir le cordon de son parachute de secours. Mais l'ouverture automatique s'était déjà déclenchée, sans doute aux alentours de 180 mètres. À cette hauteur, impossible d'amortir correctement la chute.
Il replia jambes et genoux, bascula en arrière et s'écrasa brutalement face contre la neige. Silence. Cairns, sonné, chercha ses compagnons du regard. Les 2 Norvégiens avaient réussi leur atterrissage sans encombre, mais les 3 autres n'avaient pas eu cette chance. 2 d'entre eux n'avaient même jamais eu le temps d'ouvrir leur parachute. À ce jour, nul ne sait avec certitude ce qui a causé la tragédie. Toutefois, la bouteille d'oxygène à bord de l'avion pourrait fournir un indice. Les 3 parachutistes ayant respiré de l'oxygène durant le vol ont survécu, tandis que ceux qui n'y ont pas eu recours n'ont pas eu cette chance. Comme mentionné plus tôt, le manque d'oxygène affecte le cerveau. On peut ressentir une euphorie trompeuse, mais l'hypoxie est insidieuse, car elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pendant sa chute libre, Cairns a tenté d'alerter ses compagnons que quelque chose n'allait pas. Il leur a fait signe, mais ils se sont contentés de lui sourire avant de poursuivre leur descente. C'était comme danser sur le pont du Titanic, au lieu de se précipiter vers un canot de sauvetage. Ils croyaient sans doute avoir encore du temps devant eux. Ont-ils été submergés par la montée d'adrénaline, ou étaient-ils déjà victimes des effets de l'hypoxie? Ces questions resteront à jamais sans réponse. Ce qui semble probable, c'est que le manque d'oxygène ait brouillé leur perception de l'altitude, les empêchant de réagir à temps. Le froid extrême n'aura fait qu'aggraver la situation. Des températures aussi basses peuvent altérer la prise de décision. Et à l'altitude du saut, il faisait environ moins 50 degrés Celsius. Avec la vitesse de la chute, le refroidissement éolien aurait pu donner l'impression d'un froid atteignant les moins 130 degrés. Malgré la tragédie, toutes les expéditions extrêmes en Antarctique ne se terminent pas en désastre. En 2018, Heather Swan est devenue la première femme à survoler les montagnes glacées du continent en wingsuit. Accompagnée de son mari, elle a bravé le froid polaire et rassemblé tout son courage avant de s'élancer depuis 3700 mètres d'altitude. Ils ont survolé le Glacier Union, un campement niché dans la terre d'Ellsworth, atteignant une vitesse vertigineuse de 180 km/h. Mais, une fois de plus, il convient de souligner que seuls des experts aguerris peuvent accomplir un tel exploit. Dans le cas de Swan, il lui aura fallu pas moins de 18 années d'entraînement pour être prête à s'élancer en wingsuit en Antarctique. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous êtes sans doute persuadé que sauter en parachute en Antarctique n'est peut-être pas l'idée la plus judicieuse. Mais qu'en est-il d'une simple visite en tant que touriste? La question divise. Ceux qui ont eu la chance de s'y rendre évoquent une expérience indescriptible. Certains affirment même qu'il y a quelque chose de profondément apaisant à se retrouver dans un lieu aussi reculé, comme si l'on explorait l'espace tout en restant sur Terre. Mais paradoxalement, ceux qui y sont allés sont aussi les premiers à vouloir en limiter l'accès. Certains suggèrent d'admirer l'Antarctique à distance, car un afflux de visiteurs risquerait d'endommager son fragile écosystème. En 2023, la couverture de glace marine a diminué sans interruption pendant 6 mois. Face à cela, les experts estiment que l'Antarctique ne devrait sans doute pas figurer sur votre liste des destinations à voir avant de mourir. En réalité, elle ne devrait figurer sur la liste de personne. Ces taches sombres sur la calotte glaciaire du Groenland ne sont pas de simples imperfections. Chaque été, la glace, d'ordinaire d'une blancheur éclatante, se teinte de gris dans certaines zones. Cette zone sombre, longtemps restée un mystère, a révélé son secret lorsqu'on a découvert que cette transformation étrange était due à l'apparition d'algues aux teintes rouges, vertes et brunes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette prolifération d'algues ne cesse de croître. La zone sombre s'assombrit davantage, et l'apparition de microbes inquiétants pourrait bientôt suivre. Il est désormais impératif que le reste du monde s'en inquiète. La calotte glaciaire du Groenland, véritable géant de glace, recouvre environ 80% de l'île et abrite près de 8% des réserves mondiales d'eau douce sous forme de glace. Pendant la majeure partie de l'année, elle s'étend telle une vaste étendue immaculée. Cependant, à l'arrivée de l'été, lorsque les températures augmentent, des changements commencent à apparaître. La fonte de la glace dévoile des affleurements rocheux sur la côte, tandis qu'en progressant plus en profondeur vers l'intérieur des terres, la glace blanche autrefois uniforme devient plus sombre. Cette zone, d'environ 400 km de long et 100 km de large à son point le plus étendu,
présente ce phénomène intrigant pour deux principales raisons. La première cause est liée au carbone noir. À l'image de la poussière qui s'accumule sur vos meubles, la calotte glaciaire du Groenland subit un processus similaire. Le vent transporte des particules de poussière et de suie jusqu'à ces régions glacées. Mais contrairement à votre mobilier, impossible d'éliminer cette accumulation d'un simple coup de chiffon. Sur les glaces du Groenland, ce mélange de particules fines s'installe pour des millénaires. Ainsi, cette zone sombre est recouverte d'une fine couche de poussière accumulée au fil du temps. En 2014, des chercheurs ont étudié ce dépôt et constaté que les régions les plus sombres de la glace contenaient une concentration élevée de carbone noir. Ce carbone noir ne s'est pas formé par hasard. En réalité, il est issu principalement des fumées générées par d'anciens incendies de forêt au nord du Canada et en Alaska. Comme on peut s'en douter, le carbone noir étant lui-même de couleur foncée, il provoque un obscurcissement de la surface de la glace. La deuxième cause majeure de la transformation estivale de la calotte glaciaire concerne les algues mentionnées plus tôt. Il s'agit principalement de deux espèces, l'Ancylonema alaskana et l'Ancylonema nordenskioldi. Ces algues affectionnent particulièrement les environnements d'eau froide. Durant l'hiver, elles entrent dans un état de dormance et restent profondément enfouies dans la glace, attendant des conditions favorables pour réapparaître. Lorsque le printemps arrive, ces algues commencent progressivement à remonter à la surface. À l'approche de l'été, elles sont prêtes à fleurir et à profiter de presque 24 heures de lumière solaire chaque jour pour effectuer la photosynthèse et croître. En temps normal, ces algues affichent une teinte verte, mais une fois exposées au soleil, elles se teintent de brun, ce qui constitue une méthode naturelle de protection contre les rayons ultraviolets nocifs. Ce changement de couleur contribue également à l'assombrissement des glaces du Groenland. Jusqu'à présent, ce comportement était normal. Ce qui est véritablement préoccupant, c'est que les floraisons d'algues augmentent en taille chaque année. Ce phénomène s'explique par le fait qu'elles prospèrent grâce au phosphore, un nutriment abondant dans cette région, provenant d'un minéral appelé hydroxyapatite. Ce dernier se retrouve dans une roche qui se décompose en minuscules particules de poussière, transportées par le vent à travers la glace. Avec le réchauffement climatique, les roches deviennent plus sèches et des vents plus puissants soulèvent davantage de poussière. Cette augmentation entraîne plus de phosphore, favorisant ainsi une croissance accrue des algues. Vous saisissez ? Il s'agit d'un cycle qui s'aggrave d'année en année. L'étude de ce phénomène est donc essentielle pour comprendre pourquoi la zone sombre continue de s'étendre. Entre 2000 et 2012, sa superficie a crû de 12%. Vous vous interrogez peut-être sur la gravité de cette situation. Après tout, n'est-ce pas simplement de la glace qui devient plus sombre? Eh bien, pas tout à fait. Pensez à votre aversion à porter des vêtements noirs par une journée chaude et ensoleillée. Ceux-ci absorbent la chaleur et vous font suffoquer. Cela s'explique par le fait que les surfaces sombres captent davantage de lumière solaire. Il en va de même pour la glace. Ensemble, la poussière, le carbone noir et les floraisons d'algues sont responsables d'environ 70% de la variabilité de l'albédo sur la calotte glaciaire du Groenland. L'albédo est un terme technique qui désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Si l'on compare deux surfaces, l'une blanche et brillante, l'autre sombre et rugueuse, la surface blanche reflètera une grande quantité de lumière et de chaleur, ce qui lui conférera un albédo élevé. À l'inverse, la surface sombre absorbera plus de lumière et de chaleur, ce qui résulte en un albédo faible. Durant l'été, la calotte glaciaire du Groenland subit une diminution de son albédo. Cela signifie que la glace capte davantage de lumière solaire et lorsqu'elle en absorbe plus, elle fond plus rapidement que prévu. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques au sein de la zone sombre. Cela permet de prévoir la rapidité de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et ses répercussions sur le reste du monde. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus vaste au monde, couvrant une superficie équivalente à celle de l'ensemble des terres américaines situées à l'est du fleuve Mississippi. Cette imposante masse de glace présente une épaisseur moyenne de 2,3 km. Mais hélas, le rythme auquel cette glace se perd a explosé. Dans les années 90, le Groenland perdait environ 25 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à environ 234 milliards, soit près de 10 fois plus de glace fondue chaque année. Selon la NASA, si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, cela entraînerait une élévation du niveau des mers d'environ 7,40 mètres. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les pays et les villes côtières à travers le monde.
Les Pays-Bas pourraient être entièrement submergés, les Bahamas risqueraient d'être presque totalement anéantis, et de nombreuses îles des Philippines pourraient disparaître. Tout cela peut sembler une réalité lointaine, et il est vrai que la plupart des scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour que la calotte glaciaire fonde complètement. Toutefois, il est important de comprendre que le Groenland n'a pas toujours été recouvert par cette épaisse couche de glace. Récemment, des chercheurs ont examiné attentivement des sédiments prélevés au fond d'un carottage de glace de plus de 3 km de profondeur, extrait du centre du Groenland. Ils ont découvert que le sol contenait des traces de bois de saule, des parties d'insectes, des champignons et même des graines de pavot. Ainsi, ces fossiles constituent nos premières preuves directes que la calotte glaciaire du Groenland a fondu dans un passé géologique récent, il y a environ 400 000 ans. À cette époque, le Groenland était recouvert d'un paysage de toundra verdoyante, peuplé d'insectes et de plantes. Cette découverte est à la fois fascinante et inquiétante, car elle indique que la calotte glaciaire s'est effondrée par le passé et pourrait être plus fragile que ce que les scientifiques pensaient initialement. Il y a également une autre inquiétude. Une étude récente a prélevé de l'eau de fonte à différents endroits de la calotte glaciaire du Groenland et a constaté que ces échantillons contenaient des centaines de milliers de microbes. L'inquiétude réside dans le fait que ces microbes pourraient être libérés dans l'océan à l'avenir. De plus, certaines études suggèrent déjà que les zones proches de l'écoulement important de l'eau de fonte glaciaire présentent un risque accru de transmission de virus à de nouveaux hôtes, notamment des animaux aux humains. Bien que les experts estiment que la probabilité qu'un virus menaçant pour l'humanité provienne des glaciers soit très faible, elle n'est pas nulle. En réalité, nous avons peu de connaissances sur les milliers d'espèces microbiennes vivant à la surface de la glace. Et il n'existe tout simplement pas suffisamment de données pour évaluer pleinement les dangers que pourraient représenter ces organismes. Tout cela peut sembler préoccupant, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Il reste encore beaucoup à comprendre sur les facteurs qui assombrissent la calotte glaciaire du Groenland. Nous avons besoin de mesures plus précises concernant l'abondance relative de la poussière, des algues et du carbone noir, ainsi que d'une meilleure compréhension de l'impact potentiel de ces microbes sur nos vies. Plus nous acquérons de connaissances, mieux nous pourrons anticiper les événements à venir et nous préparer en conséquence. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice.
Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace, mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev,
où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son Bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons Biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position.
Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduc, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan?
tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre dorée. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents, mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et ceux des températures extrêmes, se désintègre peu à peu. Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique. Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments, les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments, consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager.
En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du Nord-Ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ses forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère. Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchiré, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé, et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte, qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité. En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur, il possède des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui, de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre.
Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousse, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Et qui peut dire ce que nous pourrions encore découvrir aux confins du pôle Sud? Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète.
On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Veronica Tolenar, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue.
Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ?